Nous commençons notre voyage dans le passé afin de comprendre le krach de 1929 dans lequel toutes les classes sociales des États-Unis ont tout perdu en rien de temps. Dans un court instant, vous comprendrez comment les entreprises ont fermé, les gens ont perdu leur emploi, leur maison et la vie de certains de leurs proches. Cette génération des grandeurs doit connaître maintenant une grande migration dans le même pays en raison d'abus financiers. Installez-vous correctement pour écouter des vérités dites en fin de cette vidéo que personne n'a parlé à ce jour, qui je pense vont vous intéresser. On commence! Notre histoire commence à New York en 1929 à Wall Street. Non. Pour comprendre cette grande dépression, nous devons revenir sur nos pas au début de la Première Guerre mondiale de l'année 1914, lorsque le Royaume-Uni abandonne les talons or et emprunte massivement auprès des États-Unis pour amender l'effort de guerre. À la fin de la guerre, en 1918, la livre sterling doit être dévaluée, perdant ainsi sa valeur et générant un problème d'importation au niveau alimentaire et matériel, et par conséquent achetant plus cher ses importations. Je tiens à signaler un point important. Durant cette guerre, les citoyens américains avaient acheté des bons liberté en 1917 et 1918, durant laquelle ils pouvaient recevoir des intérêts tous les 6 mois afin de pouvoir aider leur gouvernement à financer la Première Guerre mondiale. Charles Chaplin était l'un des visages d'Hollywood qui a promu ces bons libertés. Il faut garder à l'esprit que c'était la première fois qu'un travailleur pouvait acheter des obligations d'État et recevoir des intérêts tous les semestres. Ici commence notre histoire de la future crise d'octobre 1929. En 1918, après la guerre, l'Europe est à court d'argent et survit avec les prêts américains pour reconstruire leurs pays respectifs. En 1919, nous voyons les États-Unis les gagnants de la Première Guerre mondiale et commence une relance économique. Les États-Unis se modernisent grâce aux découvertes des nouvelles technologies. Certaines villes bénéficient de l'électricité, les familles peuvent acheter leurs premiers appareils électriques, tels que le grille-pain, l'aspirateur, la radio, et pour les classes moyennes, leur première voiture. La mode change en libérant les femmes de leur mouvement, c'est l'ère du jazz et du charleston, c'est l'ère spectaculaire du progrès économique et de la grande consommation dans laquelle se développe le concept révolutionnaire « achète maintenant et paie à crédit », permettant aux banques de devenir très riches. À partir de ce moment, une infime partie des gens ordinaires de la ville utilisent leur épargne grâce aux revenus des bons libertés et commencent donc à investir en bourse. Moi, je préfère plutôt dire parier en bourse comme on parie au tiercé, au loto ou au casino. Ici, je vous présente Charles Mitchell de la National City Bank qui appartient à une société fermée au public et cette élite s'appelle la franc-maçonnerie. Ce petit malin se rend compte qu'il existe un marché fructueux pour vendre des actions des sociétés pourries en faisant croire qu'elles sont incontestablement respectables tout en abusant de la confiance de ses employés et de ses clients. Après, je vous expliquerai à la fin de cette vidéo comment cette histoire se termine en 1934. Pour que tout fonctionne et se popularise, l'achat-vente d'actions à un public novice, il faut l'apparition de la technologie qui permet en temps réel de voir les cours de la bourse avec ces dispositifs de télétexte qui crachaient toute la journée des bandes sur lesquelles les gens regardaient chaque jour l'évolution du cours de leurs actions. Ce fut un succès les premières années. Il y avait déjà 3 millions d'actions en bourse et de nouveaux riches de la classe moyenne commençaient à apparaître. Par exemple, il y a un cas raconté à la fin de la décennie qu'un homme avait investi 3 500 $ et qu'il a tiré un bénéfice de 17 000 $. Donc les gens étaient accros à ce jeu, tout comme les accros au poker qui gagnent et perdent tout leur argent et qui deviennent en quelques années des misérables. À cette époque, aux États-Unis, avec le boom de l'économie en pleine croissance, il y avait 120 millions d'habitants et ceux qui profitaient des actions boursières étaient les riches et les classes moyennes et très peu de travailleurs. Alors que la production industrielle américaine atteignit 50% entre 1921 et 1929 et que les entreprises avaient réalisé de juteux bénéfices, les banques proposaient des intérêts aussi faibles que celui actuellement en Europe en 2020. En même temps, Wall Street
voyait les performances de son portefeuille augmenter de 300%, qui amenait à freiner la consommation. Et si les gens mettaient tout leur argent en bourse, ils ne pouvaient pas consommer, et là commencent les problèmes. Ici, je vous présente le trafiquant d'alcool, Joseph P. Kennedy, le père du futur président John Fitzgerald Kennedy et de son ancien nettoyeur de bottes, Pat Bologna, qui nettoyait tous les matins les chaussures des hommes les plus riches. Il leur expliquait, ces hommes, comment acheter. Et puis un jour, Pat Bologna décide d'investir ses économies et gagne rapidement beaucoup d'argent. Comme nous progressons dans cette décennie, plus il y a d'argent à Wall Street, et les actions augmentent automatiquement, créant une bulle spéculative montant jusqu'à 50% de sa valeur des actions en 1928. De la même manière qu'aujourd'hui avec l'escroquerie des crypto-monnaies que j'expliquerai dans une autre vidéo que je tiens absolument à vous présenter, de ne pas acheter de crypto-monnaies. À la fin de cette décennie, 90% des actions achetées sont en fait dues à cause du crédit et pour 100 $ investis, votre courtier en bourse vous donnait 900 $. Ainsi, vous obteniez un portefeuille d'actions de 1000 $. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'il y avait des manipulations du marché faites par les familles les plus riches et d'autres manigances car il n'y avait aucun contrôle de Wall Street dans lesquels les petits investisseurs seraient escroqués, abusés dans les prochains mois. En mars 1929, le nouveau président américain Herbert Hoover s'étonne de voir l'euphorie de la bourse de Wall Street et que l'économie croît sans arrêt. Il devient très sceptique de ce monde parfait quant à la montée de cette économie parfaite et ses amis lui expliquèrent de ne pas s'inquiéter, que l'économie fonctionne bien et comme il est un libéral, sans courage politique comme la plupart des politiques actuellement et que sa devise est la non-intervention de l'État dans le secteur privé. C'est la même chose que si vous aviez une hémorragie et le médecin ne fait rien pour l'arrêter. Dans le même temps, le banquier sioniste franc-maçon Paul Warburg de New York lance l'alerte d'un possible effondrement de l'économie en raison d'une bulle qui ne représente pas la réalité de la valeur de ces actions vendues. Personne ne voulait l'entendre et on le prénomma par la suite le Cassandre de Wall Street pour le reste de sa vie pour avoir dit la vérité à temps. Mais qui est cet homme que personne ne connaît qui a été membre du puissant Conseil des Relations étrangères, le CFR, et que sa famille est très importante? Je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Maintenant, vous comprendrez que le peuple américain est sur un train sans frein avec, premièrement, la spéculation sur les valeurs marchandes des entreprises qui ne sont pas leurs valeurs représentatives. Deuxième point, faciliter l'accès au crédit de masse sans avoir la garantie bancaire d'être remboursé. Troisième point, il y a une surproduction industrielle et c'est pour cette raison que l'argent n'est pas dépensé pour consommer. Les produits sont progressivement stockés dans les entreprises qui commencent à avoir des problèmes de liquidité en 1929, tout comme nous le connaissons en 2022. Et quatrième point, à la mi-octobre, les gens se rendent compte qu'une crise est à venir et les gens commencent à vendre les actions pour obtenir des liquidités pour rembourser l'argent à la banque ou à son courtier. Ici, nous regardons l'évolution de Wall Street entre 1928 et 1929 et on peut voir la chute brutale en octobre avant le krach. Donc, certaines personnes intelligentes et riches, que je suspecte être dans le délit d'initié, se sont retirées à la fin juillet et je soupçonne qu'ils sont coupables de cette crise, car ils savaient pertinemment qu'il y aurait un effondrement économique qui leur permettra, au plus bas de la crise, d'acheter des entreprises intéressantes pour une poignée de dollars. Tout comme l'a fait l'Illuminati Nathan Meyer Rothschild en 1815 au Royaume-Uni, répandant par ces hommes des rumeurs qu'ils avaient perdu la bataille de Waterloo contre le franc-maçon Napoléon, et il racheta toutes les entreprises anglaises qui allaient faussement faire faillite. Joseph Kennedy dit que si le nettoyeur de bottes en sait autant que moi, il est temps de me retirer. C'est curieux cette petite phrase anodine, ça ressemble à la même fausse excuse qu'un joueur de poker qui triche. Quand on gagne sans arrêt, pourquoi on veut se retirer? C'est tout de même curieux. Le président Herbert Hoover avait écrit une carte pour expliquer sa préoccupation auprès de Thomas Lemon, le partenaire de J.P. Morgan. Il avait répondu après plusieurs semaines, Thomas Lemon au président, de ne pas s'inquiéter car l'avenir semblait prometteur 5 jours avant le krach. Donc de toute évidence, il avait menti avec un tel culot au président des États-Unis. Vous l'avez compris, l'élite éduquée et très intelligente, elle vous ment droit dans les yeux avec une gueule de premier de la classe qui n'ont l'air de n'avoir cassé aucune assiette dans leur vie. Donc le mercredi 23 octobre, à la dernière heure, les actions du secteur automobile dégringolent.
Voici les visages des courtiers qui ne croient pas à ce qu'ils voient à leurs yeux. Je tiens à souligner, et parce que je soupçonne qu'à cette époque, il existe déjà un complot avec les familles les plus fortunées, Rockefeller, Rothschild, JP Morgan par exemple. La chose la plus curieuse, c'est que le mercredi 23 octobre, j'insiste bien en me répétant que c'est à la dernière heure que les actions du secteur automobile chutent. Dans une autre vidéo de Conspiration à découvert, je vous explique les modes opératoires de l'élite luciférienne qui utilise avec la numérologie, comme l'expliquait la franc-maçonne sioniste Christine Lagarde lors de sa présentation au FMI en 2014, qui donne à son public une classe de numérologie qui surprend tout le monde. Donc dans mon livre, je vous explique une série de nombres sataniques que vous voyez ici, tels que le 1, le 6, le 9, le 23, et comme par hasard, si on calcule le 23, le 10, 1929, on obtient un numéro final de 9. Donc cette attaque était destinée à faire le mal, et ce qui n'est pas un hasard parce que les coupables ont fait tomber un domino volontairement pour que le reste des dominos tombe. Le jeudi 24 octobre, le franc-maçon Winston Churchill était de visite à New York et fut reconnu par l'un des courtiers de Wall Street qui l'a fait rentrer. Et Winston Churchill était surpris de voir le calme, le silence et de regarder les traders qui marchaient au ralenti. Il dit que les carnets se vendaient des actions à un tiers de leurs anciens prix. Et vers midi, en raison de la chute d'un matinée, les banquiers Thomas Lemon de JP Morgan, Albert Wiggins de la Chase National Bank, Charles A. Mitchell de la National City Bank et le directeur de Wall Street, Richard Whitney, avec Rockefeller. Le plus drôle, c'est que Rockefeller est éliminé par de nombreux historiens et dont très peu en parlent. Ils se sont réunis pour injecter 254 millions de dollars pour soutenir des actions clés et sûres comme la sidérurgie pour protéger le secteur automobile, les fameuses blue chips. Ils firent la même chose lors de la crise de 1907. Ce geste a permis de restaurer la confiance du marché pendant quelques heures. Il ne faut pas s'arrêter sur les apparences avec ces gens qui sont très bien préparés, instruits et qui sont très intelligents. En particulier, vous lisez que la famille Rockefeller et les autres géants financiers ont acheté de grandes quantités d'actions afin de démontrer au public leur confiance dans le marché, mais leurs efforts ont échoué dans une tentative d'arrêter la chute. Le Dow Jones avait encore perdu 12% ce jour-là. J'attire votre attention sur le fait que ces gens se font passer pour des saints qui se présentent être des sauveurs, mais qui en fait tout indique qu'ils sont les coupables, les responsables de ces crises dans toute sa puissance pour tout rafler, afin d'acheter à bas prix toutes les actions en une seule journée du secteur automobile par exemple, un secteur en plein essor dans lequel le pétrole sera absolument nécessaire puisque le nouvel ordre mondial de l'époque avait des plans pour ces nouveaux modèles économiques après la Deuxième Guerre mondiale qu'ils ont provoqués. Donc je vous invite donc, si vous le souhaitez, à vous abonner à ma chaîne afin que je puisse vous parler de la lettre luciférienne d'Albert Pike, le créateur franc-maçon du Ku Klux Klan, de l'idéologie nazie, qui mentionne dans sa lettre à son ami Giuseppe Mazzini, qui est également franc-maçon comme lui, des 3 guerres mondiales. Donc Giuseppe Mazzini appartenait à la loge P2, Propaganda Due, et qui était aussi le créateur de la Cosa Nostra. C'est vraiment curieux, dans lequel je fais une corrélation dans mon livre que la franc-maçonnerie et la Cosa Nostra ont des codes tous les deux satanistes lorsqu'ils jurent fidélité à leur clan. Les autorités new-yorkaises avaient placé 400 policiers pour éviter l'éventuelle révolte. Voici les visages des gens qui pouvaient ressentir des tensions dans les rues. Le vendredi 25, tout est revenu à la normale, il y avait beaucoup de transactions effectuées et après la fermeture de la bourse, il fallut 4 heures pour finir enregistrer toutes les transactions car la technologie était très lente à cette époque et c'est pourquoi ils ont pris autant de temps. Le lundi 28, vous verrez à quel point une stupidité aurait pu être évitée. Le matin, il n'y avait plus de stock de banque pour enregistrer les transactions. Les gens, paniqués, ont commencé à appeler et à saturer le standard téléphonique. Donc les courtiers ont commencé à paniquer également, sans pouvoir connaître les valeurs de leurs actions, et anticipèrent une baisse d'action à la revente lorsqu'ils commençaient à découvrir les inconvénients du crédit facile. Premièrement, lorsque le marché boursier monte, les bénéfices sont très attrayants.
Deuxième point, lorsque la bourse baisse, les mécaniques s'inversent et commencent les malheurs car il faut rembourser l'argent que l'on n'a pas. Et troisième point, les banques envoyèrent des lettres à leurs clients insolvables pour leur dire que s'ils ne recevaient pas l'argent, ils vendraient leurs actions le lendemain au milieu de la journée. Le mardi 29